Le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis 11 minutes. Je compte parce que compter maintient ma main stable autour de ma tasse de café. Le nom de Margaret clignote sur l'écran pour la 4e fois. Puis celui de Caleb, puis un numéro que je ne reconnais pas. Quelque part derrière ces appels, dans la salle de bal d'un country club à 200 mètres de ce lac, la famille de mon mari regarde l'avenir qu'ils ont construit s'effondrer en temps réel. Ils pensent que je leur ai fait ça. Ils pensent que je l'ai planifié. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'attends depuis 6 semaines qu'une enveloppe scellée rattrape un mensonge vieux de 12 ans. Je laisse le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il se taise. C'est un samedi matin de début juin. Le genre de matin qui ne signifiait rien de plus que d'ouvrir les fenêtres et de laisser l'air du lac traverser la maison. Je suis assise à la petite table en pin dans le chalet que je me suis acheté à Door County, Wisconsin, il y a 3 ans, à l'époque où je pensais encore que j'aurais peut-être besoin d'un endroit où me retirer pour un week-end de temps en temps. Je n'avais jamais imaginé que j'y vivrais à plein temps. Je n'avais jamais imaginé beaucoup de choses qui se sont avérées vraies. Le café est devenu tiède dans mes mains. À travers la fenêtre, l'eau est plate et argentée sous un ciel qui n'arrive pas à décider s'il veut pleuvoir. Quelque part de l'autre côté de cette eau, 300 invités sont réunis au Larkspur Country Club, vêtus de lin et de perles, attendant que William Jenkins remette son entreprise à son fils aîné. Il y a des cartons de placement. Il y a un quatuor à cordes. Il y a un gâteau avec un petit J en or sur le dessus parce qu'apparemment, même un bébé qui n'est pas encore né a besoin d'un monogramme. Je sais tout cela parce que Rachel m'a donné l'itinéraire il y a 2 jours, de cette voix plate et prudente qu'elle utilise quand elle essaie de ne pas laisser transparaître ses opinions. Rachel est mon avocate depuis 11 ans. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais entendue paraître aussi fatiguée que lors de cet appel. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller », a-t-elle dit. Je n'en avais pas l'intention, lui ai-je répondu. Le téléphone s'allume de nouveau. Margaret. Je le laisse sonner 3 fois avant de répondre parce qu'il y a une version de moi, la version qui a passé 23 ans à apprendre à se faire plus petite en présence de cette famille, qui aurait décroché à la première sonnerie. Cette version n'habite plus ici. Abigail. La voix de Margaret arrive, sèche et impérieuse, comme toujours quand elle a peur et essaie de ne pas le montrer. Où êtes-vous ? Quelque part d'où vous m'avez payé une somme considérable pour que je disparaisse, dis-je. Il y a 6 semaines, si ma mémoire est bonne. Il y a du bruit derrière elle, des chaises qui raclent, la voix d'un homme qui monte et qui descend, quelqu'un qui dit le mot auditeur comme si c'était une malédiction. J'imagine la salle de bal, les fleurs se fanant légèrement sous la chaleur de trop de corps, le quatuor à cordes hésitant en milieu de phrase parce que personne ne leur a dit d'arrêter. Madison quelque part près du devant dans une robe bleu pâle, une main posée sur un ventre qui est devenu, au cours des 6 derniers mois, l'atout le plus précieux de la famille Jenkins. Il y a eu une complication, dit Margaret. Quelque chose à voir avec un transfert. J'ai besoin que vous veniez l'expliquer. Expliquer quoi, exactement? Les 2 millions de dollars, Abigail. Quelqu'un à la banque pose des questions sur leur provenance. Je baisse les yeux sur le dossier posé sur la table devant moi. Mince et banal. Le genre de dossier qui pourrait contenir n'importe quoi. Des documents fiscaux, une liste de courses, la fin d'un mariage. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Je le sais depuis 3 jours. C'est étrange, dis-je. J'avais l'impression que cela venait des poches de votre famille. N'est-ce pas ce que disaient les papiers? Silence. Puis plus de bruit. La voix de Caleb, maintenant vive et proche, arrachant le téléphone à sa mère. Abigail, qu'as-tu fait? Je l'imagine trop facilement, la mâchoire serrée, le col trop juste, cette rougeur particulière qu'il a quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. 23 ans de mariage vous apprennent le visage d'un homme même quand vous ne pouvez pas le voir. Je n'ai rien fait, Caleb, dis-je, et je le pense. Je suis assise au bord d'un lac depuis ce matin. Je n'ai pas écrit la lettre qui vient d'arriver à ce club. Je n'ai pas appelé la banque qui a signalé ce qu'elle a signalé. Tout ce que j'ai fait, c'est attendre que la vérité se manifeste selon son propre calendrier plutôt que le mien. Tu savais, dit-il. Ce n'est pas une question. Je savais ce qui était possible, dis-je. C'est toi qui as décidé de croire le reste. Madison pleure quelque part en arrière-plan maintenant. Un son aigu et théâtral que je reconnais de la nuit où j'ai signé ces papiers. La voix de William Pearce,
exigeant que quelqu'un appelle le service juridique. Owen ne dit rien du tout, ce qui m'en dit plus que tout ce qui a été dit dans cette pièce. Viens au club, dit Caleb. Maintenant. Répare ça. Il n'y a rien de cassé que je puisse réparer, dis-je. Et plus rien ici ne m'appartient. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Je reste assise un long moment avec le téléphone sombre dans ma main, écoutant les petits bruits du chalet. Le réfrigérateur qui bourdonne, un huard qui appelle quelque part sur l'eau. Puis j'ouvre le dossier et regarde à nouveau la page du dessus. Celle avec l'entête du docteur Bennett, celle qui est en ma possession depuis 12 ans, silencieuse comme une respiration retenue. Il y a 6 semaines, ils ont posé 2 millions de dollars sur une table devant moi et ont cru que je venais de vendre toute ma vie pour cela. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà vu le premier résultat des années avant que tout cela ne commence. Pour comprendre ce qui se passe dans cette salle de bal en ce moment, il faut remonter à la nuit où ils m'ont appelé à la maison, la nuit où j'ai appris exactement le peu que je valais pour eux et exactement tout ce qu'ils ignoraient encore. Il y a 6 semaines, Caleb est rentré à 23 heures. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, il n'a pas pris la peine de prétendre qu'il avait été au bureau. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de notre chambre, portant toujours sa veste de costume, la cravate desserrée, et l'a dit comme on annoncerait une fusion. Madison est enceinte. J'étais assise dans mon lit avec un livre que je ne lisais pas vraiment. Je me souviens l'avoir posé lentement, m'accordant cette demi-seconde pour composer mon visage avant de le regarder. 23 ans de mariage vous apprennent des choses sur le timing. Félicitations, ai-je dit. Et je voulais que ce soit piquant, mais je ne suis pas sûr que cela ait atterri comme je l'avais prévu. Il n'a pas bronché. C'est ce qui m'a montré à quel point les choses avaient déjà avancé sans moi. C'est un garçon, a-t-il dit, comme si le sexe de l'enfant réglait quelque chose. La famille doit agir rapidement avant que cela ne s'ébruite. Par la famille, il entendait sa famille. Par agir rapidement, j'allais apprendre en moins d'une heure qu'ils parlaient de moi. Ils ont envoyé une voiture pour moi cette même nuit. Pas Caleb au volant, mais la voiture de la famille Jenkins, noire et silencieuse, comme si j'étais déjà une affaire à transporter plutôt qu'une épouse à qui parler. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre les rues d'une ville où j'avais vécu pendant 2 décennies, et pensé à quel point il était étrange que rien ne paraisse différent alors que tout dans ma vie était sur le point de l'être. La maison sur Willow Drive était illuminée quand je suis arrivé, chaque fenêtre brillant comme s'il mettait en scène quelque chose pour un magazine. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le salon abritait Margaret dans un fauteuil positionné comme un trône, William à sa place habituelle près de la cheminée, bien qu'il ne se soit pas levé quand je suis entré, Caleb se tenant trop près de Madison sur le canapé, et Charles Whitmore, l'avocat de la famille. Assis à la table basse avec un dossier en cuir déjà ouvert devant lui. Madison avait une main posée sur son ventre, bien qu'elle ne puisse pas être enceinte de plus de 8 ou 9 semaines. C'était un geste, pas un fait. J'ai remarqué cela immédiatement, à quel point cela semblait étudié, à quel point cela semblait répété. Charles a fait glisser le dossier vers moi avant que quiconque ne dise bonjour. 2 millions de dollars, 7 jours pour quitter la maison, silence sur l'affaire, permanent et contraignant, aucun contact avec la presse, une renonciation complète à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, aucune objection jamais au remariage de Caleb. J'ai lu chaque ligne 2 fois pendant que la pièce me regardait, et je me souviens avoir pensé que s'ils s'attendaient à des larmes, ils allaient être déçus d'une manière qui leur coûterait cher. C'est plus que ce que la plupart des femmes de votre âge pourraient espérer emporter, a dit Margaret, croisant les mains sur ses genoux comme si elle me faisait une faveur. Madison a choisi ce moment précis pour laisser une larme couler sur sa joue. Et Margaret s'est penchée sans regarder pour lui tapoter le genou, choisissant déjà son camp dans une guerre qui n'avait pas encore commencé pour moi. Je ne veux pas te faire de mal, a dit Caleb. Et pendant une seconde, j'ai presque cru qu'il y avait quelque chose sous les mots. Mais c'est l'avenir de la famille. Êtes-vous certain que c'est le vôtre, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse de la manière particulière dont les pièces deviennent silencieuses juste avant que quelqu'un n'élève la voix. Le visage de Caleb s'est assombri. Madison a pleuré plus fort, juste au bon moment, et Margaret était à ses côtés, murmurant instantanément quelque chose de protecteur. Je n'ai pas discuté. J'avais appris il y a longtemps que discuter avec une pièce qui a déjà décidé de la fin ne fait que gaspiller votre souffle. Au lieu de cela, j'ai fait mes propres demandes.
Je voulais que les 2 millions de dollars soient virés dans leur intégralité la même nuit, pas échelonnés, pas retardés. Je voulais que chaque document soit notarié avant que je ne quitte la maison. Je voulais un langage explicite stipulant que le paiement ne touchait aucune part de l'entreprise détenue en mon nom, et je voulais qu'il soit écrit qu'aucun terme ne pourrait être modifié après la signature. Charles a parcouru rapidement la clause sur les actions et a dit à la pièce que mes avoirs étaient négligeables, une formalité datant des premières années. Margaret, désireuse d'en finir avec moi, a accepté sans discuter. J'ai signé. Madison a souri de la manière dont une femme sourit quand elle croit qu'elle vient de gagner quelque chose de permanent. Caleb a expiré comme un homme qui avait retenu sa respiration pendant des jours. Margaret m'a dit qu'elle savait que je ferais la chose sensée. Vous ne m'avez jamais vraiment connu, lui ai-je dit. Et j'ai vu cela atterrir quelque part derrière ses yeux, bien qu'elle ne l'aurait pas admis. Caleb m'a suivi jusqu'à la voiture. Il a demandé pourquoi je ne criais pas, pourquoi je ne le suppliais pas de reconsidérer, pourquoi je ne me comportais pas comme une femme dont le mariage venait de se terminer dans une pièce pleine de témoins. Parce que j'ai arrêté de me battre pour des choses qui avaient déjà perdu leur valeur, ai-je dit, et je suis monté dans la voiture avant qu'il ne puisse trouver une réponse. L'argent est arrivé sur mon compte avant minuit, exactement comme je l'avais exigé. Je suis resté assise à ma table de cuisine, encore ma cuisine, pendant 6 jours de plus, et j'ai examiné les détails du virement avec le genre d'attention que j'utilisais autrefois pour vérifier les déclarations trimestrielles de l'entreprise. À l'époque où Caleb demandait encore mon avis au lieu de supposer que je n'en avais aucun. Reçu, numéro de routage, horodatage, origine des fonds. Cela ne venait pas du compte personnel de Margaret. Cela ne venait pas non plus de celui de William. Cela venait du Jenkins Legacy Trust, le fonds réservé par charte à un futur héritier confirmé. Je suis resté assise avec ce fait pendant un long moment dans la cuisine silencieuse, le retournant comme on retournerait une pierre pour voir ce qui vit en dessous. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rachel. Ils viennent de me payer, lui ai-je dit, avec de l'argent mis de côté pour un enfant dont il n'a pas encore été prouvé qu'il appartient à cette famille. Je me suis installé dans un Marriott près de la route 41 le lendemain matin. Le genre d'endroit avec un hall qui sent le chlore et le café brûlé. Rien à voir avec la maison sur Cedar Brook que j'avais passé 18 ans à transformer en foyer. Cela semblait juste, d'une certaine manière. Recommencer dans un endroit qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. Rachel est passée cet après-midi-là avec un bloc-notes et 2 cafés, et nous avons étalé les documents du virement sur la petite table ronde près de la fenêtre. Elle a travaillé en silence pendant un moment, le silence particulier de quelqu'un qui fait des calculs dans sa tête. Ce transfert nécessitait l'approbation du conseil d'administration, a-t-elle finalement dit. Les décaissements de fiducie au-dessus d'un certain seuil en ont toujours besoin. Je ne vois pas de dossier d'approbation complet ici. Juste la signature de Margaret et le contreseing de Charles. C'est peut-être suffisant pour l'instant. Mais si quelqu'un regarde de près un jour, un paiement provenant d'un fonds destiné à un héritier confirmé, effectué avant l'existence de tout héritier, va soulever des questions. Les fiducies comme celle-ci ont généralement une clause, un déclencheur d'audit automatique si des fonds sont déplacés sans vérification complète du bénéficiaire. Elle a levé les yeux vers moi. Vous n'avez pas non plus renoncé à vos actions. Quoi qu'il pense vous avoir acheté, ce n'était pas ça. Je ne lui avais pas encore dit pourquoi je ne paniquais pas, pourquoi j'étais resté assise dans ce salon et avais signé mon nom sans même élever la voix pendant que Madison jouait sa comédie des larmes à 1 mètre de distance. Rachel me représentait depuis plus d'1 décennie. Mais il y avait une chose que même elle ne savait pas. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une enveloppe que je portais depuis la veille, ses bords adoucis par le temps. Vieille de 12 ans, ai-je dit en la faisant glisser sur la table. Elle l'a ouverte et a lu pendant un long moment, son expression passant de la confusion à quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Il y a 12 ans, Caleb avait été diagnostiqué d'un cancer de la prostate à un stade précoce. Cela l'avait frappé jeune, avant 40 ans, et cela l'avait effrayé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant ou depuis. Il a suivi le traitement discrètement, ne le disant à personne en dehors de notre mariage, terrifié par ce que son père penserait d'un fils qui ne pouvait même pas empêcher son propre corps de le trahir. Quand ce fut terminé, les résultats de suivi sont revenus clairs pour le cancer. Mais il y avait une autre ligne dans le rapport, une que Caleb a lue 3 fois avant de pouvoir parler. Infertilité permanente, résultat du traitement. Seules 3 personnes l'ont jamais su, Caleb, moi-même, et le docteur Laura Bennett, qui s'était occupé de nous 2 pendant plus d'1 décennie.
Caleb m'a fait promettre plus d'une fois que sa famille ne la prendrait jamais. Je comprenais pourquoi. Dans cette famille, un homme qui ne pouvait pas produire d'héritier valait moins que les meubles. Alors, quand il vous a dit que Madison était enceinte, a dit Rachel lentement, vous saviez déjà que ce ne pouvait pas être biologiquement possible. Je savais ce qui aurait dû être impossible, ai-je dit. Mais les gens croient ce qu'ils ont besoin de croire, surtout les hommes comme Caleb. Il s'est convaincu que les anciens résultats ne tenaient plus, ou que d'une manière ou d'une autre, cette fois, les choses étaient différentes. Madison lui a dit que c'était arrivé lors d'une conférence il y a des mois. Il voulait un fils si désespérément qu'il a cessé de poser les questions dont il connaissait déjà les réponses. Je ne voulais cependant rien construire sur la seule mémoire. Un papier vieux de 12 ans n'était pas une preuve de ce qui se passait maintenant. J'ai appelé le docteur Bennett ce soir-là, et elle a confirmé que l'ancien dossier était toujours dans le système, bien qu'elle ne puisse pas en discuter sans le consentement de Caleb. Le secret professionnel ne se dissolvait pas simplement parce que notre mariage l'avait fait. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas besoin de son consentement pour me dire. Des années plus tôt, lorsque nous avions essayé ensemble des traitements de fertilité, j'avais été désigné comme partie conjointe sur ces dossiers. J'avais toujours un accès légal à une partie de ce dossier. Cette même semaine, presque comme si l'univers voulait me donner une autre pièce, un courriel est arrivé de notre ancien assureur. Mon nom n'avait toujours pas été retiré de la police familiale dans la confusion du dépôt de divorce. Enfoui dans les notifications se trouvait une confirmation de rendez-vous. Madison avait réservé un test de paternité prénatale non invasif. Résultats attendus dans 3 semaines. J'ai lu cette ligne 4 fois avant de poser le téléphone. Rachel m'a immédiatement averti de ne pas interférer. Ne les alertez pas. N'avertissez personne. Laissez-les mettre la vérité sur papier eux-mêmes. Ne leur donnez pas une raison de l'enterrer d'abord. Elle avait raison. Et je le savais même si une vieille partie fatiguée de moi voulait entrer dans cette maison et tout déballer juste pour voir leur visage changer. Je ne l'ai pas fait. J'avais passé 23 ans à être patiente avec cette famille. Je pouvais bien gérer 3 semaines de plus. Pendant ce temps, la machine de relations publiques des Jenkins s'est mise en marche. Des déclarations ont été discrètement diffusées par des amis communs. Le mariage était terminé depuis des années, sauf sur le papier. J'avais pris le règlement par intérêt personnel. Caleb et Madison s'étaient trouvés pendant un chapitre difficile et ne devraient pas être jugés pour cela. Un photographe était déjà réservé pour une séance de photos d'annonce de la future génération. Puis, 3 jours avant de quitter l'hôtel, j'ai reçu un appel d'une ancienne collègue travaillant toujours au département financier. Elle a dit que le service juridique lui avait discrètement demandé d'ajuster la date d'approbation d'un virement, mon virement, pour faire croire qu'il avait été approuvé par le conseil des semaines plus tôt qu'il ne l'avait été en réalité. C'est à ce moment que j'ai compris. Il ne cachait plus seulement une liaison. Il savait, à un certain niveau, que la transaction n'était pas nette. Cette nuit-là, un texto est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Si vous voulez savoir qui a vraiment approuvé cet argent, demandez à Owen où il était la nuit où Madison dit qu'elle a conçu. Je l'ai lu 2 fois, assise seule dans cette chambre d'hôtel avec le bourdonnement de l'autoroute à l'extérieur de la fenêtre, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très calme et très froid. La femme m'a de nouveau envoyé un texto le lendemain matin, demandant cette fois à me rencontrer. Elle s'est présentée comme Claire Morris, une assistante d'audit dans la division des finances, quelqu'un dont je me souvenais vaguement des fêtes de Noël de l'entreprise, toujours polie, toujours en arrière-plan. Le genre d'employé qui remarque tout et ne dit rien jusqu'à ce qu'elle ait une raison de le faire. Elle n'était pas encore prête à me rencontrer en personne, a-t-elle dit, mais elle voulait que j'aie quelque chose d'abord. Au cours des 2 jours suivants, elle m'a envoyé des pièces, une par une, comme si elle testait si on pouvait me faire confiance avec l'ensemble du tableau avant de me le remettre. Owen avait demandé un accès élevé au dossier de la fiducie 6 semaines avant que la grossesse de Madison ne devienne publique. Il avait rencontré Madison plusieurs fois en dehors de tout horaire de travail qui avait du sens. Il y avait une note d'hôtel à Milwaukee, la chambre réservée sous un nom qui ne correspondait à personne sur la liste des invités pour le prétendu voyage d'affaires de cette semaine-là. Et Caleb. Caleb n'avait même pas été à Milwaukee la nuit où Madison prétendait que l'enfant avait été conçu. Je n'y ai pas cru tout de suite. 23 ans avec un homme vous apprennent ces mensonges, mais cela vous apprend aussi à ne pas faire confiance à chaque accusation qui atterrit sur votre bureau, surtout celle d'une étrangère. Alors,
j'ai vérifié moi-même. J'avais encore accès à un ancien calendrier partagé, un que personne n'avait pensé à me retirer dans le chaos du divorce. La nuit en question, Caleb avait été à Denver avec William et 3 membres du conseil d'administration, enfermés dans des réunions sur un projet de développement bloqué. Je me souvenais qu'il s'en était plaint à l'époque, le long vol, le langage contractuel fastidieux, comment il avait manqué mon dîner d'anniversaire à cause de cela. Madison avait été à Milwaukee cette même semaine. Owen aussi. Une fois que je me suis permis de regarder, les petites choses sont revenues en cascade, des choses que j'avais remarquées et écartées pendant des années sans me permettre de les additionner. Owen intervenant toujours pour défendre Madison chaque fois que Caleb critiquait son travail. Madison connaissant des détails sur des affaires qui auraient dû rester dans le bureau d'Owen. Les deux quittant la même fête de Noël à quelques minutes d'intervalle, plus d'une fois. Owen, plus que quiconque, poussant Caleb vers un divorce rapide et net. Rachel, quand je l'ai appelée, était plus prudente que moi. Ne laissez pas cela devenir une histoire que vous vous racontez parce que c'est satisfaisant, a-t-elle dit. Nous avons besoin de documents. Nous avons besoin des résultats du test. La spéculation ne tient pas devant un tribunal, et elle ne tient certainement pas dans cette famille. Elle avait raison, et je me suis forcé à rester avec l'inconfort de ne pas savoir au lieu de me précipiter vers une conclusion qui semblait trop commode. Pendant ce temps, la famille Jenkins avançait comme si rien de tout cela n'existait. Un photographe a été engagé pour une séance de photos d'annonce de la prochaine génération. La main de Caleb reposant fièrement sur le ventre encore plat de Madison. Tous deux vêtus de tons doux et neutres destinés à suggérer un nouveau départ. Margaret m'a appelé cette même semaine, sa voix vive et professionnelle, me demandant de signer un document supplémentaire, celui-ci renonçant entièrement à mes droits de vote au sein de l'entreprise. J'ai refusé. Cette participation existe à cause de cette famille, a dit Margaret, clairement surprise que je n'ai pas simplement accepté. Non, ai-je dit. Je l'ai acheté avec mon propre argent à l'époque où l'entreprise était presque en faillite, et personne d'autre ne voulait y risquer un centime. Personne ne m'a rien donné, Margaret. J'ai mérité chaque point de pourcentage. Il y eut une longue pause sur la ligne, et je pouvais presque l'entendre faire le calcul qu'elle aurait dû faire des années plus tôt. 18%. C'était ce que je détenais encore tranquillement dans une fiducie à moi, non touchée par le règlement du divorce, parce que je m'en étais assuré la nuit où j'avais signé ces papiers. Sans cela, Caleb ne pouvait pas atteindre le seuil de vote dont il avait besoin pour remplacer William en tant que président. Il m'a appelé 1 heure plus tard, furieux. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit. Tu n'as simplement jamais lu ce que je possédais réellement. Ce soir-là, Claire a finalement accepté de me rencontrer en personne dans un restaurant tranquille près de l'autoroute, où personne de nos anciennes vies ne penserait à chercher. Elle a fait glisser une enveloppe en manille sur la table, une copie du journal d'approbation de la fiducie, les registres de l'hôtel de Milwaukee et un petit enregistreur numérique. J'ai appuyé sur replay là, dans la banquette, mon café refroidissant devant moi. C'était la voix d'Owen, sans équivoque, basse et confiante comme le deviennent les hommes quand ils pensent que personne d'important n'écoute. Nous avons juste besoin que Caleb croie que le bébé est le sien jusqu'à ce que le transfert de pouvoir soit finalisé. La voix de Madison a suivi, plus douce. Et Abigail, 2 millions de dollars la feront disparaître. Je suis resté assise, très calme, écoutant ma propre suppression être planifiée en temps réel par 2 personnes en qui j'avais eu assez confiance pour les inviter chez moi. Claire observait attentivement mon visage, comme pour évaluer combien je pouvais encore absorber en une seule fois. Il y avait plus sur l'enregistrement. Le bruit de glaçons dans un verre, une porte se fermant quelque part en arrière-plan, puis à nouveau la voix de Madison, cette fois avec une dureté que je ne lui avais pas entendue auparavant, quelque chose de plus froid sous toute cette douceur étudiée. Et une fois que Caleb aura l'entreprise, a-t-elle dit, qu'est-ce qu'on fait de lui? 6 semaines après la finalisation du divorce, la famille Jenkins a organisé le genre de fête pour laquelle elle avait toujours été douée, le genre construit sur des nappes blanches et des sourires répétés. Où chaque détail existait pour raconter une histoire sur qui ils étaient plutôt que sur qui ils étaient réellement. Je ne sais cela que parce que Rachel me l'a décrit après coup, pièce par pièce, puisque je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux. J'avais choisi le lac à la place. La liste des invités se lisait comme un annuaire de tous ceux qui comptaient pour le nom Jenkins, membres du conseil d'administration, investisseurs, partenaires bancaires, amis de la vieille fortune qui connaissaient William depuis que son propre père dirigeait l'entreprise.
Et une poignée de parents qui venaient surtout pour le bar ouvert. L'ordre du jour, tel que Rachel l'avait compris, était simple et triomphal. Annoncer que Madison portait un garçon. Annoncer les fiançailles de Caleb. Faire en sorte que William remette officiellement les rênes de l'entreprise à son fils. Obtenir l'approbation du conseil pour une nouvelle phase de développement et présenter l'enfant à naître comme le symbole vivant de la stabilité de la famille pour une autre génération. Je me suis assise avec Rachel à ma table de cuisine ce matin-là, passant plutôt en revue 3 documents distincts qu'elle avait préparés et déposés discrètement la veille. Un avis formel préservant mes droits d'actionnaire, une demande d'audit interne de la transaction de la fiducie, une motion pour retarder tout vote sur le transfert du contrôle exécutif jusqu'à la conclusion de cet audit. Le timing est important, m'avait dit Rachel. Nous ne les arrêtons pas. Nous nous assurons que la vérité arrive au pire moment possible pour qu'ils la cachent. Elle est arrivée juste avant que William ne prenne la parole. Un auditeur de la société de surveillance de la fiducie est entré dans cette salle de bal sans y être invité par quiconque d'autre que les documents eux-mêmes et a demandé à parler en privé avec le conseil d'administration avant le début des remarques formelles. La nouvelle s'est répandue dans la pièce comme les mauvaises nouvelles le font toujours dans ce genre de fête, en chuchotement, en regard, dans la raideur soudaine des gens essayant de faire comme si de rien n'était. Les conclusions de l'auditeur étaient simples et dévastatrices. Le décaissement de 2 millions de dollars avait été tiré de manière inappropriée d'un fonds réservé à un héritier vérifié. La signature d'approbation portait des signes d'avoir été ajoutée après coup, et non pendant la fenêtre de transaction initiale. Jusqu'à ce que l'écart soit résolu, tout transfert de pouvoir exécutif devrait être suspendu, et l'identité du futur héritier lui-même devrait être formellement vérifiée avant que toute autre décision de la fiducie ne puisse être prise. Presque au même moment, Rachel croyait que c'était moins de 10 minutes plus tard, un coursier est arrivé au club avec une enveloppe scellée adressée personnellement à Caleb. Les résultats du test de paternité prénatale, en préparation depuis 3 semaines, étaient enfin arrivés. Madison a essayé de l'intercepter. Caleb ne l'a pas laissé faire. Il l'a ouverte, debout devant près de 300 personnes. La pièce est devenue silencieuse de la manière particulière dont les pièces deviennent silencieuses lorsque quelque chose est cassé et ne peut être réparé. Caleb avait été exclu en tant que père biologique. Margaret m'a appelé dans la minute, sa voix vive de panique plutôt que de sympathie, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Rien, lui ai-je dit, debout à la fenêtre de ma cuisine, regardant le lac faire ce qu'il a toujours fait, indifférent à tout ce qui se passait à 200 mètres de là. Caleb lui a arraché le téléphone, sa voix se brisant d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Tu savais ? Je savais ce qui était impossible, ai-je dit. Je t'ai laissé décider ce que tu voulais croire à la place. Madison, selon Rachel, a insisté sur le fait que le test devait être défectueux, une sorte d'erreur de laboratoire. Sa voix montant vers l'hystérie dans une pièce pleine de gens venus habillés pour une célébration. Owen a essayé de se glisser vers la sortie. William, se déplaçant apparemment plus vite que quiconque ne l'attendait d'un homme de 76 ans, a physiquement bloqué la porte. L'auditeur a clarifié calmement que le niveau de confiance des résultats était extrêmement élevé, et qu'un panel de comparaison élargi indiquait qu'un parent masculin proche de Caleb était significativement plus susceptible d'être le père biologique. Tous les yeux dans cette salle de bal se sont tournés vers Owen. Il a nié immédiatement, trop rapidement, comme le font toujours les hommes coupables. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé à William et à Charles Whitmore l'enregistrement que Claire m'avait donné, celui où Owen disait à Madison qu'ils avaient seulement besoin que Caleb croie que l'enfant était le sien jusqu'à ce que le transfert de pouvoir soit terminé. Rachel m'a dit que William a tout écouté, debout, parfaitement immobile au milieu de cette salle de bal en ruine, son visage illisible avant de finalement regarder son plus jeune fils. Caleb s'est jeté sur Owen. La sécurité s'est interposée avant que cela n'aille plus loin. Madison s'est complètement effondrée, et dans le chaos, elle a finalement admis ce qui aurait dû être évident depuis le début. Elle avait couché avec les 2 frères. Mais c'était Owen qui l'avait aidé à planifier chaque étape de ce qui a suivi. Je suis resté assise à ma table de cuisine longtemps après que Rachel ait fini de tout me raconter. Le café refroidi devant moi, le lac bougeant toujours à l'extérieur comme si rien au monde n'avait changé. La voix de Rachel, quand elle a rappelé ce soir-là, était plus calme que d'habitude. Le résultat ADN n'a détruit que le mensonge sur le bébé, a-t-elle dit. Les dossiers financiers vont détruire tout le reste qu'ils ont construit par-dessus. 3 jours après la fête, la famille a convoqué une réunion d'urgence au siège du Jenkins Development Group. Et cette fois,
pour la première fois en 23 ans, je suis entré dans ce bâtiment non pas en tant que l'épouse de quelqu'un, mais en tant qu'actionnaire, avec une réclamation qu'il ne pouvait plus ignorer. La salle de conférence au 14e étage contenait plus de personnes que je n'en avais jamais vues réunies pour une seule crise. Caleb était assis à une extrémité, la mâchoire serrée, refusant de regarder son frère. Owen était assis avec son propre avocat, maintenant un étranger que je ne reconnaissais pas, ce qui me disait tout sur la profondeur de la fracture au sein de cette famille. Margaret occupait sa chaise habituelle, bien que, pour une fois, elle y paraisse plus petite. William était assis en bout de table, son visage sculpté dans quelque chose de plus dur que ce que j'avais vu auparavant. Madison était venue aussi, pâle, les mains croisées sur un ventre qui était devenu en l'espace d'une semaine une preuve plutôt qu'un triomphe. Charles Whitmore était assis à côté d'un représentant de la banque et d'un auditeur, qui semblaient tous deux préférer être n'importe où ailleurs. Rachel était assise à côté de moi. Je lui avais demandé de me laisser parler pour moi-même. Owen a d'abord essayé de rejeter entièrement la faute sur Madison, sa voix sèche et défensive, insistant sur le fait qu'il ne lui avait jamais offert que des conseils en tant qu'ami. Madison n'allait pas se laisser faire. Elle s'est retournée contre lui avec une amertume qui sonnait enfin honnête. La performance avait disparu pour de bon. Il a promis qu'il m'épouserait, a-t-elle dit, une fois que Caleb serait évincé de l'entreprise. Le plan, une fois qu'il s'est entièrement dévoilé sur cette table, était presque élégant dans sa cruauté. Utiliser l'enfant pour accélérer Caleb au poste de président. Une fois qu'il détiendrait le pouvoir, Owen utiliserait les irrégularités financières, irrégularités qu'il avait lui-même contribué à créer, pour forcer son frère à partir sous un nuage de scandales. Madison menacerait de révéler l'affaire si quelqu'un résistait, et Owen, positionné comme le frère raisonnable et non impliqué tout au long du processus, interviendrait pour prendre lui-même le contrôle de l'entreprise. Les 2 millions de dollars avaient été le coup d'envoi, tiré de la fiducie spécifiquement pour me retirer du mariage et de toute position me permettant d'interférer avec le transfert de pouvoir. Ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'est que je détenais encore 18% de l'entreprise et, avec cela, le droit d'exiger un audit spécial. J'ai exposé ce que je voulais, et je l'ai fait sans élever la voix, car j'avais appris il y a longtemps que le calme porte plus loin dans une pièce comme celle-là que la colère ne le pourrait jamais. L'entreprise publierait une correction publique, plus question de laisser entendre que j'avais accepté un paiement pour mon silence. L'accord de confidentialité que j'avais signé serait réécrit de manière à ne plus jamais pouvoir être utilisé pour étouffer des méfaits. Les 2 millions de dollars seraient reclassés comme un règlement personnel légitime tiré des actifs propres de Caleb et de la famille, avec un remboursement intégral à la fiducie dont ils avaient été indûment prélevés. Owen serait suspendu en attendant une enquête formelle. Madison serait démise de ses fonctions, bien que sa couverture médicale et de maternité resterait entièrement protégée. Rien de tout cela n'était la faute de l'enfant. Caleb ne serait pas nommé président. Un administrateur indépendant dirigerait l'entreprise pendant au moins 1 an, et je conserverais mes actions ainsi que mon siège au conseil d'administration. Le sang-froid de Margaret a finalement craqué. « Vous nous punissez », a-t-elle dit. « C'est de la vengeance. »« La vengeance, c'est vouloir que vous souffriez », ai-je dit. « Je veux seulement que vous cessiez d'utiliser mon nom pour couvrir ce que vous avez fait. » Caleb a demandé à me parler en privé un instant, et je l'ai laissé faire, principalement parce que je voulais voir une fois pour toutes ce qui restait réellement de l'homme que j'avais épousé. Il a demandé doucement s'il y avait eu un moment où j'avais essayé de sauver notre mariage. Je l'ai sauvé pendant 23 ans, lui ai-je dit. Tu ne l'as juste jamais remarqué parce que je l'ai fait discrètement. Il a admis alors, d'une voix dépouillée de toute sa certitude habituelle, qu'il savait depuis longtemps que ses chances de concevoir un enfant étaient presque inexistantes, mais il avait tellement voulu prouver quelque chose à son père qu'il a choisi de croire Madison quand même. Choisi de cesser de poser les questions qui auraient tout démêlé plus tôt. Tu n'aimais pas le bébé, ai-je dit. Tu aimais ce que tu pensais que le bébé prouverait à ton sujet. Il n'a rien eu à répondre à cela. William, lorsque le vote a finalement eu lieu, a refusé de céder le contrôle à l'un ou l'autre de ses fils. Il a voté pour l'administrateur indépendant à la place, sa voix plate et finale, un homme fermant un chapitre qu'il avait clairement réécrit dans sa tête toute la semaine. Chaque condition que j'avais posée a été approuvée sans autre discussion. Après, dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, Caleb m'a rattrapé une dernière fois. Après tout ça, a-t-il dit, tu gardes quand même les 2 millions. Je l'ai regardé un long moment,
l'homme qui avait été autrefois toute ma vie et qui était maintenant quelque chose de plus proche d'un étranger dans un couloir. Non, ai-je dit. J'ai décidé de les utiliser pour quelque chose que ta famille n'a jamais compris. Je n'ai jamais rendu les 2 millions de dollars à Caleb. Selon les termes que nous avions convenus dans cette salle de conférence, la famille Jenkins a remboursé la fiducie avec ses propres avoirs personnels, dollar pour dollar, exactement comme cela aurait dû être dès le début. Ce que j'avais reçu cette première nuit était légalement et finalement à moi, propre, documenté, plus emmêlé dans le mensonge de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas acheté une plus grande maison avec. Je n'ai pas acheté une voiture destinée à annoncer quoi que ce soit à qui que ce soit. Au lieu de cela, je me suis assise à la même table en pain où toute cette histoire était revenue à son point de départ, et j'ai commencé quelque chose avec un nom qui m'est venu presque entièrement formé, comme le font parfois les choses vraies. Le fond du second chapitre. Il existe pour les femmes de plus de 45 ans qui se retrouvent à recommencer à zéro après que tout ce qu'elles ont construit discrètement s'effondre autour d'elles. Après un divorce, après un contrôle financier exercé comme une arme, après avoir été évincées d'entreprises familiales qu'elles ont aidé à créer, après des années passées à élever des enfants ou à soutenir la carrière d'un conjoint. Pour finalement réintégrer un marché du travail qui a oublié leur existence. Consultation juridique, reconversion professionnelle, aide au logement à court terme, planification financière, conseil pour le genre de deuil qui ne vient pas avec des funérailles. J'ai gardé mon siège au conseil d'administration du Jenkins Development Group parce que 18% ne disparaissent pas simplement parce qu'un mariage le fait. Et parce que quelqu'un devait s'assurer que le nouvel administrateur indépendant de l'entreprise respectait réellement les termes que nous avions convenus. Mais je ne suis pas retourné à la gestion quotidienne. Ce chapitre s'était déjà refermé tranquillement sur 23 ans passés juste derrière le rideau. Caleb a démissionné de son poste de PDG 6 mois plus tard. Il a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et a commencé à voir un thérapeute, quelque chose que je ne l'ai jamais entendu considérer comme nécessaire pendant tout notre mariage. Je ne sais pas si cela l'aide. J'ai cessé d'avoir besoin de le savoir. Owen a été formellement accusé de faute financière, de falsification de registres de fiducie et de détournement de fonds destinés à un bénéficiaire qui n'a jamais existé. L'affaire suit toujours son cours devant les tribunaux. Madison a donné naissance à un garçon en bonne santé cet automne-là. Les résultats ADN, une fois entièrement traités, ont confirmé ce que la salle de bal avait déjà deviné, Owen était le père. Je ne déteste pas l'enfant. Je veux être clair à ce sujet. Même maintenant, un bébé ne répond pas des mensonges qui l'ont mis au monde. Margaret a perdu la plupart de son influence au sein de l'entreprise presque du jour au lendemain, de la manière dont le pouvoir semble toujours le faire lorsqu'il s'avère avoir été construit sur quelque chose de creux. William, pour sa part, a entièrement restructuré la fiducie, la plaçant sous une surveillance indépendante, de sorte qu'aucun membre de la famille ne puisse plus jamais décider seul qui méritait d'être appelé un héritier. Un an après que cette salle de bal soit devenue silencieuse autour d'une enveloppe scellée, je me tenais dans le petit bureau que nous avions loué pour le premier vrai siège du fond. Rien d'extraordinaire, juste des murs propres et une bonne lumière, et une rangée de chaises pour les femmes qui arriveraient, ne sachant pas trop comment demander de l'aide. La première femme qui a franchi cette porte avait 56 ans, veuve depuis 3 mois après avoir découvert que son défunt mari avait discrètement laissé la majeure partie de sa succession à une seconde famille dont elle ignorait l'existence. Je me suis assise à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle parce que je me souvenais de ce que l'on ressentait quand on vous parlait comme à un problème plutôt qu'à une personne. Recommencer ne signifie pas que vous avez tout perdu, lui ai-je dit. Parfois, cela signifie simplement que vous parvenez enfin à garder la seule chose qui a toujours été vraiment à vous. Ce soir-là, je suis retourné en voiture au chalet du lac. Le dossier intitulé « Divorce Jenkins » était toujours dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois. J'ai posé un nouveau dossier à côté. Fond du second chapitre, première année. Mon téléphone a vibré sur la table. Ce n'était pas Caleb. Ce n'était pas Margaret. Ça ne l'est plus jamais. C'était un message d'une de nos assistantes sociales. Une femme que nous avions aidée en mars venait d'accepter une offre d'emploi, son premier salaire en 11 ans. J'ai souri à cela, seul dans le silence, le lac devenant sombre et doré à l'extérieur de la fenêtre comme il le fait chaque soir à cette heure. Il pensait que 2 millions de dollars était le prix pour me faire disparaître. Il s'est avéré que c'était l'argent qui m'a finalement permis de réapparaître, non pas en tant que l'épouse de quelqu'un, mais en tant que la femme que j'avais reporté de devenir pendant plus de 20 ans. Si vous étiez Abigail,
Auriez-vous signé ces papiers et laissé la vérité se révéler d'elle-même en son temps? Ou auriez-vous confronté Caleb au moment où il a franchi cette porte? Je veux savoir où cette histoire vous trouve ce soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Nous avons de nouvelles histoires comme celle-ci qui vous attendent chaque jour. Alors, abonnez-vous et restez à l'écoute car ce n'est que le début des voyages que nous ferons ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.